à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin donc pour ce webinaire ayant pour thématique l'électrification du transport routier. Alors, un peu de contexte, la fermeture du détroit d'Ormuz nous plonge brutalement dans une nouvelle période d'incertitude énergétique, mettant en évidence une nouvelle fois l'immense fragilité de notre économie face à sa dépendance aux combustibles fossiles. Par ailleurs, les objectifs de décarbonation impulsent des politiques publiques incitant de plus en plus nettement à l'adoption des technologies bas carbone, d'autant que les grands donneurs d'ordre adoptent également des objectifs ambitieux. Il y a encore une dizaine d'années, l'électrification semblait réservée aux usages de servitude, handicapés par la faible autonomie des véhicules d'alors et des infrastructures balbutiantes. Et pourtant, aujourd'hui, les limites technologiques semblent repoussées, comme nous allons le voir. L'ensemble des constructeurs de poids lourds ont lourdement investi ce créneau dans un marché irrémédiablement tiré par la Chine. Mais sur le terrain, qu'en est-il? Au-delà des importantes obligations et incitations, l'électrique permet-il de répondre aux besoins du métier? Et est-ce effectivement rentable? Je pense que vous êtes nombreux aujourd'hui à vous poser ces questions et donc nous allons tenter d'assembler quelques éléments de réponse ce matin. Voilà, cela étant dit, donc quelques mots pour nous présenter. Donc nous sommes un groupement d'experts spécialisés dans le déploiement de la mobilité bas carbone et en particulier du déploiement de l'électrique. Donc je vais laisser pardon, mes confrères se présenter. Par exemple, Johan, si tu souhaites commencer. Bonjour à tous. Donc pour ma part, moi j'ai opéré des flottes de transport pendant une vingtaine d'années. J'ai travaillé notamment beaucoup en matière dangereuse. Je transportais de l'aluminium en fusion, du gaz liquéfié en classe 2, de l'alcool, de la nitrocellulose énergétique en classe 4. Donc tout un tas de matières dangereuses différentes. Et puis aussi beaucoup de frigo. J'ai travaillé 7 ans pour Lactalis, donc beaucoup de produits frais. De toutes sortes en transport routier ou en combiné rail-route. Et depuis quelques années, je me suis spécialisé sur les sujets de transition énergétique du transport et de la supply chain. Et j'accompagne les entreprises depuis 5 ans en tant qu'indépendant sur ces thématiques. Daniel, je te laisse la parole. Merci Johan. Donc pour ma part, après une trentaine d'années d'expérience dans l'électricité industrielle, courant fort, courant faible, supervision, ma spécialité est devenue l'accompagnement des entreprises et des collectivités sur tous les aspects recharge des véhicules, donc du véhicule léger jusque maintenant aux véhicules lourds, donc les poids lourds dont il s'agit aujourd'hui. Bien, pour ma part, Sébastien Pinault, j'ai donc démarré initialement ma carrière dans le monde de l'automobile avant de rejoindre le monde des énergies renouvelables dans lequel j'ai été actif pendant un peu plus d'une dizaine d'années. Et puis de retourner du coup vers l'automobile avec la création il y a maintenant 6 ans de The Blue Way, rejoint par son partenaire E-Mobility Expert que représente Daniel aujourd'hui, et avec du coup pour mission essentielle d'accompagner les entreprises dans le déploiement de la mobilité électrique. Donc sujet qui nous intéresse aujourd'hui dans sa composante transport routier lourd. Voilà. Parfait. Après ces présentations, je vous propose du coup d'embrayer sur notre contenu. Et du coup, Johan, je te passe la parole. Donc voilà, est-ce le moment d'étudier l'électrique? Je vous propose une revue de quelques paramètres macro. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur le dérèglement climatique. Mais on a prévu quelques slides très rapides pour remettre du contexte et se remettre en mémoire pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la décarbonation du transport routier de marchandises. Le transport au global, tous les transports, ce sont 34% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et on remarque que, sur la slide suivante, on remarque que les émissions de gaz à effet de serre en France, elles diminuent. Là, vous avez une vision de 1990 à 2024. Elles diminuent, sauf
pour la partie transport, on va le voir sur le slide suivant, où ces émissions sont à peu près les mêmes en 2024 qu'elles étaient en 1990. Donc on a besoin d'agir puisque tous les autres secteurs d'activité ont déjà initié la diminution de leurs émissions. Ça, c'était pour le transport au sens très très large, donc y compris les voitures. Si on s'intéresse uniquement à cette partie transport, et là on est sur un périmètre européen, les camions représentent donc 11 et 27%, 38% des 71% de la partie routière, donc ça fait un gros quart, on est à 27% des émissions qui sont spécifiquement liées aux poids lourds. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que les poids lourds qui émettent, hein, les voitures émettent plus dans leur globalité que les poids lourds, mais pour autant, sur ce secteur d'activité du transport, qui est le seul secteur qui ne baisse pas, les poids lourds, eux, représentent un quart des émissions. Face à ça, le législateur va mettre en place différentes réglementations. Alors, il y a plusieurs parties prenantes dans le transport. Je vais vous présenter très rapidement la partie prenante, la réglementation qui va concerner la partie prenante la plus évidente, c'est-à-dire les transporteurs. Il existe depuis 2005, donc depuis très longtemps, un marché du carbone, un dispositif d'échange de quotas d'émissions sur des secteurs d'activité tels que les raffineries, les cimenteries. Ce dispositif va être dupliqué sur le transport routier de marchandises à partir de 2028. Alors, c'était prévu avant, ça a été décalé. Il n'est pas impossible que ça se redécale, mais en tout cas, il y a ce projet d'appliquer ces échanges de quotas d'émissions sur les transporteurs et donc sur le transport routier de marchandises. Sébastien, je vais te laisser présenter les autres parties prenantes et les obligations dont ils vont faire face. En effet. Et donc, au niveau européen, une obligation qui s'impose du coup cette fois-ci sur les constructeurs de poids lourds, avec finalement quelque chose qui vient en parallèle des obligations déjà bien connues sur les véhicules légers, voilà, donc la fameuse interdiction de vente des véhicules thermiques à horizon 2035, qui dans les faits se traduisait par des mécanismes un petit peu différents et qui ont été modifiés récemment, mais sans infléchir nettement la trajectoire. Et sur le poids lourd, on retrouve du coup un mécanisme en fait comparable à celui sur lequel on a abouti récemment. Et c'est-à-dire qu'à l'horizon 2040, les émissions moyennes des ventes de poids lourds neufs par constructeur devront être réduites de 90% par rapport à leur niveau de référence en 2019. Ce qui, du coup, en fait, nous met sur une trajectoire de bascule quasi exclusive vers les technologies zéro ou en tout cas faible émission. Avec, du coup, à la clé, pour les constructeurs, de lourdes sanctions. Alors, avec des mécanismes de compensation, vous avez peut-être lu récemment qu'il y a eu des ajustements. Ils concernent essentiellement ces mécanismes de compensation, mais du coup, les grandes lignes du dispositif restent aujourd'hui intouchées. Alors, par ailleurs, un autre dispositif qui est en discussion, cette fois-ci au niveau national, dans le contexte du projet de loi cadre pour le développement des transports, qui comprend donc un volet sur la décarbonation du fret routier. Et donc, cette fois-ci, visant finalement les chargeurs, avec du coup une trajectoire d'incorporation du transport zéro émission sous forme voilà, d'une obligation sur la base des volumes facturés. Donc il y est introduite à partir de 2026 dans ce projet de loi, dans une proportion voilà, tout à fait symbolique, mais en atteignant des proportions beaucoup plus importantes, donc du coup à l'horizon 2035, puisque ça devra représenter 30%. Alors, sur ce mécanisme, aujourd'hui, il n'y a pas de sanctions qui sont prévues en tout cas en l'état actuel du projet. C'est une obligation de publication, mais néanmoins, si on regarde un peu ce qui s'était passé dans le cadre de la loi LOM, par exemple, qui est obligé sur les flottes de véhicules légers à l'incorporation de véhicules faibles émissions dans les renouvellements, on était
aussi au départ sur une obligation plutôt d'ordre déclarative, voilà, finalement avec l'introduction de la nouvelle taxe annuelle incitative, on a basculé dans quelque chose qui est beaucoup plus contraignant. On peut imaginer effectivement qu'on ait le même glissement dans les années à venir, donc voilà, quelque chose qui est à regarder et à suivre de près. Je vous Alors, on a propose souhaité vous maintenant une revue du marché que va vous proposer Johan. Effectivement, pardon. Donc, on a souhaité vous faire une petite présentation du marché très rapidement. On ne va pas vous faire la publicité de chacun des constructeurs et de chacun des modèles qui est proposé. L'idée, c'est de dire, pour rouler avec des camions électriques, il faut des camions, il faut des bornes. On va en parler aussi après, des bornes au dépôt et des bornes sur la route. Les camions, aujourd'hui, tous les constructeurs en proposent. On voit ici la gamme de Renault Trucks qui est complètement couverte, la gamme de Volvo qui va arriver juste après, qui propose aussi des porteurs et des tracteurs électriques. On va dérouler très rapidement tous les constructeurs. On trouve aussi, c'est bon, on peut passer, je pense, sur Volvo. On trouve aussi donc des véhicules électriques chez MAN sur du transport lourd et intermédiaire. On va en trouver aussi chez Scania avec la modularité qu'on connaît de Scania sur la configuration des véhicules. On va en retrouver chez Mercedes, on va en reparler tout à l'heure, Mercedes, notamment sur la part de marché qu'il représente en électrique. Chez Iveco, à partir des toutes petites gammes, on sait qu'Iveco est très réputé, notamment pour le Daily, et donc forcément leur gamme électrique commence en véhicule utilitaire léger, mais va jusqu'au poids lourd. Et puis chez DAF, et on va même retrouver, alors vous voyez que chez DAF, ils mettent même en avant des bennes ou des plateaux crus, donc pas forcément que des utilisations en tow cleaner ou en fourgon. Et on va même retrouver un constructeur étranger qui promet de s'implanter pour l'assemblage et la commercialisation de véhicules électriques, de poids lourds électriques en Europe. Donc, comme vous le voyez, la gamme est très large aujourd'hui. Tous les constructeurs proposent des véhicules électriques avec différents niveaux de batterie. Est-ce que ces véhicules se vendent? En tracteur, c'est assez modeste pour l'instant. 330 tracteurs immatriculés l'année dernière sur un potentiel de plus de 20 000. Donc, on voit que les parts de marché sont encore assez faibles. En porteur, par contre, sans dire que l'électrique est désormais dominant, on voit que la part des porteurs électriques l'année dernière, elle a été équivalente à celle des porteurs en B100 exclusif ou en gaz. Et donc ça, c'est pas complètement neutre, sachant que les énergies B100 et gaz sont quand même commercialisées depuis plus longtemps. Si maintenant on regarde au niveau européen, il s'est immatriculé l'année dernière à peu près 15 000 poids lourds électriques, toutes gammes confondues. Et le pays où il s'en est immatriculé le plus, c'est l'Allemagne. On va comprendre après pourquoi il y a un intérêt spécifique à utiliser des poids lourds électriques en Allemagne. Je reviens maintenant sur les marques. En parlant de parts de marché, on voit que les parts de marché des différentes marques sont très différentes en électrique de ce qu'elles sont en thermique. On voit des marques, par exemple, comme Mercedes, Renault et Volvo, ont des parts de marché bien supérieures en électrique que ce qu'elles ont l'habitude de faire en thermique. Et donc, d'une certaine manière, le marché est un peu rebattu sur cette nouvelle motorisation. Si on regarde maintenant où en Europe ces véhicules s'immatriculent, je vous ai dit 15 000 véhicules électriques immatriculés l'année dernière en Europe. Très classiquement, on va retrouver les pays du Nord, tout comme on peut le retrouver en voiture, donc le Danemark, les Pays-Bas, mais on va retrouver aussi, par exemple, là on est sur les immatriculations de tracteurs, on va retrouver par exemple la Grèce ou l'Autriche, qui n'est pas spécifiquement un pays très avancé en termes d'immatriculation de voitures électriques. La part de marché des voitures électriques en Autriche n'est pas supérieure à la moyenne européenne, et pourtant, sur les tracteurs électriques, elle est bien supérieure à la moyenne européenne. Si on regarde maintenant le différentiel entre les tracteurs et les porteurs, on voit que c'est très majoritairement des porteurs électriques. Ce qu'on voyait en France tout à l'heure, on retrouve à peu près le même schéma en Europe. Ce sont très majoritairement des porteurs électriques qui sont vendus. La part des tracteurs électriques est encore faible, à moins de 3%.
Et pour autant, c'est quelque chose qui est forcément en croissance, puisque on part de zéro il y a encore quelques années. Si on compare maintenant à ce qui se passe en Chine, je vous ai dit 15 000 immatriculations l'année dernière en Europe, 400 000 immatriculations de poids lourds électriques en Chine. On n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Et si on réfléchit en termes de part de marché, la part de marché du poids lourd électrique en Chine est de l'ordre de 25%. Donc là aussi, une montée en puissance qui est très forte en Chine. Mais par contre, sur le slide suivant, on va voir qu'en fait, en porteur, les parts de marché sont quasiment les mêmes pour les porteurs électriques France, Europe et Chine. C'est vraiment, en fait, le distinguo se fait vraiment sur la partie tracteur, pardon, où là, les tracteurs chinois sont à 29% électriques, alors qu'en Europe, on l'a vu tout à l'heure, les parts de marché sont de l'ordre de 2 à 3%. Maintenant, une fois que ces véhicules sont achetés, immatriculés, est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce qu'ils correspondent aux besoins d'exploitation du quotidien? Une petite slide très rapide. Alors, je ne vais pas vous détailler tout. Vous pourrez regarder ensuite dans le détail ces différents retours d'exploitation. On vous a repris ici des retours d'exploitation terrain. Donc, c'est des vrais camions qui ont circulé sur des vraies routes. Alors, avec une exploitation qui a été délivrée par MAN, enfin, des retours d'expérience qui ont été faits par MAN, par Renault et Mercedes, et notamment, moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est les test drives qui ont été réalisés par Mercedes. Les test drives, on les connaît, hein, les constructeurs les concessionnaires qui vous prêtent pendant une semaine, 2 semaines un tracteur pour l'exploiter sur vos trajets du quotidien. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça a été réalisé par Mercedes en hiver, et donc avec une température extérieure de 5 degrés, on sait que sur l'électrique, la température a une incidence sur la consommation. L'ordre de grandeur à retenir de tous ces retours d'exploitation terrain, on voit que chez MAN, il y a quand même 1 million de kilomètres cumulés, donc on n'est pas juste sur une expérimentation de quelques tournées. L'ordre de grandeur, c'est 1, quelque chose kWh pour 1 km. Donc, grosso modo, entre 1,1 et 1,4 kWh au kilomètre. C'est ça que consomme un tracteur électrique durant la vraie vie. Bien entendu, ça dépend de la topographie, de la température, du poids que vous mettez à l'intérieur. Ça pourra être plus en fonction des métiers. Mais en ordre de grandeur, regardez qu'entre 1,1 et 1,4 kWh par kilomètre, c'est ce que vous allez consommer dans une exploitation réelle. Je te laisse parler des batteries, Sébastien. Tout à fait. Alors un autre enjeu identifié sur la transition vers le transport électrique, c'est la durée de vie du coup des véhicules et de leurs composants essentiels, les batteries. Donc, ce qu'il faut retenir globalement, c'est que la durée de vie d'une batterie se mesure en nombre de cycles, charge-décharge, étant entendu que chaque micro-charge ou chaque micro-décharge vient se cumuler pour former un cycle complet. Et donc, au final, ce nombre de cycles se rapporte du coup à un kilométrage total. Donc, on a 2 types de batteries aujourd'hui sur le marché. D'ailleurs, aussi bien sur les véhicules légers que sur les poids lourds. On retrouve encore cette séparation entre les 2 technologies. NMC d'un côté, LFP de l'autre, avec des propriétés différentes, en particulier sur la durée de vie, où on a globalement nombre de cycles de l'ordre de 1500 sur le premier type et 3000 sur le second, qui se traduit du coup, si on prend une batterie de l'ordre de 600 kWh de capacité avec les consommations moyennes que l'on a vues tout à l'heure, donc 750 000 à 1,5 million de kilomètres. Donc voilà, le message essentiel, c'est que on a globalement une durée de vie qui peut être alignée avec celle des véhicules thermiques, et puis en particulier en s'orientant vers les batteries de type LFP. Et bon, et de fait, voilà, on voit des exemples où effectivement les constructeurs alignent leurs garanties sur ces ordres de grandeur. Donc c'est un aspect important. Le deuxième aspect sur lequel je souhaite insister, c'est celui de la recharge, du déploiement des standards de recharge.
Alors, pour clarifier un petit peu les choses, globalement, sur ces véhicules lourds, on va retrouver principalement trois standards de recharge. Le premier est type 2 qu'on retrouve voilà, communément sur les véhicules légers également. Va permettre typiquement une recharge en 22 kW, éventuellement plus dans certains cas, avec du coup des durées de recharge qui vont être pour une recharge complète de l'ordre de 20 heures. Alors voilà, pas forcément toujours orienté du coup vers les besoins réels du quotidien. Ça dépend, voilà, ça dépend du segment de véhicule. Sur les véhicules plus lourds, on va peut-être préférer le CCS. Donc là, on est en charge rapide, c'est-à-dire en courant continu, et on va avoir des puissances qui vont être très variables entre voilà, une puissance par exemple de 50 kW qui peut parfaitement convenir pour de la recharge au dépôt en recharge nocturne, jusqu'à des puissances qui vont dans certains cas dépasser 400 kW. Et c'est vrai qu'on voit la limite de puissance du standard CCS grandir au fur et à mesure que les mois passent. Donc avec des puissances qui vont permettre de répondre à des usages d'itinérance, là cette fois-ci pour des compléments d'énergie très rapides, par exemple sur la pause obligatoire du conducteur. Et à cette fin, on a vu apparaître du coup maintenant il y a quelques mois, années, le nouveau standard MCS, donc M comme méga, c'est-à-dire qu'on atteint donc des puissances de l'ordre du mégawatt cette fois-ci, euh, avec la capacité du coup d'une recharge ultra rapide, hein, ce qui correspondrait à la recharge ultra rapide sur les véhicules légers, avec du coup une recharge quasi complète de la batterie dans un temps de l'ordre d'une demi-heure, en tout cas inférieur à 45 minutes. On a tous en tête du coup la durée légale de la pause du conducteur. Voilà, donc combiné avec des autonomies du coup qui sont maintenant de l'ordre de plusieurs centaines de kilomètres et qui à nouveau vont pouvoir s'adapter au rythme de conduite réglementaire, on a finalement une solution qui devient efficace y compris sur les plus longues liaisons. Et donc à ce titre, on a souhaité illustrer ça avec un exemple d'une liaison pendulaire. Donc entre Thiers, donc sud de Paris, et Dijon, hein, par exemple, sur un semi-remorque, voilà, avec un attelage de 40 tonnes au total. Euh, du coup, avec voilà, des consommations qui sont à nouveau dans l'ordre de ce que vous a indiqué Johan. Et sur une liaison de ce type, alors ce qu'on voit, c'est qu'on a donc une liaison complète sur le trajet aller. On va, pendant le déchargement, considérer qu'on a, par exemple, un dépôt qui est équipé en recharge, mais en fait de la recharge plutôt orientée sur la recharge nocturne, donc à 100 kW, ce qui va nous permettre de faire un appoint d'énergie à quai pendant le déchargement, mais néanmoins, il ne va pas être forcément suffisant pour assurer le retour. Donc, voilà. Dans ce cas de figure-là, on vous a illustré un arrêt sur le retour dans l'état actuel de l'équipement du réseau routier, hein, donc sur une aire d'autoroute qui est effectivement équipée et qui va nous permettre en 10 minutes de récupérer la quantité d'énergie qui nous manque pour un retour à Paris. Donc, au total, une rotation qui va représenter un temps de conduite d'environ 7h20, 7h30 et une durée totale de rotation de 8h30. Une remarque là-dessus, si on avait eu plus de puissance au dépôt, et Daniel va vous illustrer un petit peu tous les enjeux qui sont relatifs à ça, si on avait eu plus de puissance au dépôt à Dijon, on aurait éventuellement pu faire l'impasse sur cet arrêt intermédiaire qui finalement n'était pas forcément nécessaire dans le temps de conduite du conducteur. Néanmoins, un impact, vous voyez, qui reste limité. Donc voilà. Après, ce sont des variables avec lesquelles on va jouer. Évidemment, ici, on considère que le dépôt à Thiers va être complètement équipé pour la recharge nocturne. Quelque chose à dire là-dessus, on vous a représenté cet exemple pour montrer que clairement, aujourd'hui, le transport lourd électrique sort des bornes d'un usage périurbain qui a pu être effectivement l'historique, hein, et c'est en partie pour ça qu'on voit effectivement un taux d'adoption majeur sur les véhicules porteurs.
et aller justement vers des liaisons plus longues de type interrégional, comme ici, qui représente un cas d'usage finalement relativement confortable entre guillemets. Daniel, je te passe la parole du coup pour justement parler de l'équipement des dépôts. Alors, effectivement, la recharge, ça devient crucial dans l'électrification, dans l'avenir du transport routier. Donc aujourd'hui, un tracteur routier a souvent une batterie utile de 500 à 600 kWh, avec une consommation moyenne, les 1, et quelques dont parlait Johan. Donc ça se traduit en 120 à 130 kWh au 100 km, et des tournées qui font en général entre 250 et 300 km. Donc, par exemple, voilà ce que ça donne en consommation sur ces tournées. Pour 300 km, il faudra compter 390 kWh, donc un peu moins de 80% de la capacité d'une batterie de 500 kWh, ou même encore moins si c'est une batterie de 600 kWh. Okay, donc, finalement, on est vraiment dans l'ordre de grandeur. Et sachant justement que quand on fait des recharges d'appoint, comme le montrait Sébastien tout à l'heure, sur les recharges en itinérance, on recharge jamais à 100% parce que, vous le savez certainement, les 20 derniers pourcents sont vraiment longs, donc on va les faire au dépôt. Par contre, en itinérance, on va arrêter la recharge à 80% et reprendre la route, parce qu'on ne va pas attendre presque double du temps pour faire ces derniers 20%. Donc ça, il faut en tenir compte dans les calculs. Alors, je vais vous prendre là deux cas d'exploitation. Le premier, si on utilise un camion sur un seul shift de 300 km, ça veut dire globalement une tournée jour, on part le matin, on rentre dans le milieu d'après-midi, et du coup, il reste 8 à 12 heures, donc une nuit complète, pour effectuer la recharge du camion électrique. Okay, donc ça veut dire que globalement, il va falloir recharger de l'ordre de 40 kWh. Si on fait cette recharge sur 10 heures, ça fait une puissance moyenne par camion de 40 kW. Donc, ce n'est pas grand-chose. Comme le montrait Sébastien, au dépôt, on peut facilement être équipé de bornes de recharge de 50 kW de puissance, voire 100, donc ça le fait. Mais par contre, regardez un peu les ordres de grandeur. Là, si on a 5, 10 ou 20 poids lourds, 40 x 20, ça nous fait 800 kW de puissance. C'est important, mais globalement, c'est compatible avec la puissance disponible sur de nombreux sites logistiques, à condition, bien entendu, d'avoir du pilotage, parce qu'il faut, si vous avez 20 poids lourds qui sont branchés en même temps, si on ne les pilote pas et qui prennent tous la pleine puissance, là, effectivement, ça ne marchera pas, ça va exploser. Donc, il faut bien piloter pour qu'on ait 40, 50 kW en permanence à chacun pour ne pas dépasser les capacités du site. Là où ça se complique un peu, c'est dans le deuxième cas, si on veut une exploitation sur 2 shifts. Donc là, on est dans par exemple une première tournée entre 5h et 13h, une seconde tournée entre 14h et 22h. Globalement, on aura 1 heure de temps disponible entre les deux pour faire une recharge. Ça veut dire finalement, il faut récupérer peut-être jusqu'à 80% de la batterie sur un temps court d'1 heure. Alors là, les besoins énergétiques sont plus du tout les mêmes. Pour recharger les mêmes 400 kWh, là, en 1 heure, il va falloir 400 kW de puissance par camion. Donc, si on ramène ça alors à 10 PL, même pas 20, mais 10 PL, il nous faut quand même il nous faut 4 MW de puissance. Alors là, c'est déjà compliqué parce qu'il y a très peu de plateformes aujourd'hui qui ont de cette puissance disponible. Plus de 2 MW, c'est très rare. Donc, il faut rentrer dans des stratégies de recharge beaucoup plus poussées. Alors, il y a une première solution, évidemment, c'est d'augmenter la puissance du réseau, mais ce n'est pas toujours faisable. Ça coûte cher, les délais sont longs. Et en plus, à un moment donné, vous allez augmenter d'une certaine puissance et ça va être difficilement adaptable par la suite pour les futures organisations. Heureusement, ce n'est pas l'unique solution. Et avant de rentrer dans les différentes solutions, aujourd'hui, l'enjeu même pas numéro 1, j'appellerais ça l'enjeu numéro 0, complètement en amont, c'est le foncier. Aujourd'hui, c'est le choix du foncier en lien avec l'accès à la puissance. Donc, la première solution, c'est effectivement d'avoir un entrepôt logistique sur un territoire où on a effectivement de la capacité réseau.
on peut se raccorder, mais attention, quand on choisit quand même ce foncier, pensez également au futur et au risque éventuellement au goulot d'étranglement, parce qu'on ne va pas être les seuls à avoir une plateforme. Peut-être qu'aujourd'hui, on aura la puissance disponible, mais dans 5 ans, on ne l'aura plus. Donc finalement, le message à retenir, c'est que entre deux entrepôts qui paraissent finalement identiques, vu la fenêtre du bailleur ou de l'agent immobilier, finalement, vous pouvez vous retrouver avec un facteur 3, aussi bien sur les coûts et sur les délais, rien qu'à cause de l'adaptation du réseau. OK? Donc déjà, il faut vraiment réfléchir à ça, calibrer son foncier par rapport à la puissance disponible et mettre ça en rapport effectivement au cas d'usage. Si c'est sur un shift, globalement, vous allez trouver, il y a de nombreux entrepôts de fonciers qui seront éligibles. Par contre, si vous voulez tourner en deux shifts, là, ça va vraiment réduire l'offre disponible pour le choix de l'emplacement de votre dépôt. OK? Et alors après, on peut prévoir effectivement un plan B. Alors ce plan B, aujourd'hui, c'est un mix de production d'énergie locale et de stockage, parce que produire, ça suffit pas. Finalement, les ENR, essentiellement le photovoltaïque, sur une plateforme, ça apporte l'énergie. Mais par contre, pour le besoin de puissance instantanée qu'on voyait de 400 kW par poids lourd, par exemple, pour recharger en 1 heure, là, c'est le stockage qui va permettre ça. On va stocker l'énergie sur toute la journée. Pendant 1 heure, on va disposer d'une puissance suffisante pour recharger X poids lourd en 1 heure. Mais pour ça, il faut que le site s'y prête. Donc finalement, une fois qu'on a choisi le foncier, le nerf de la guerre, ça devient effectivement de comment je vais faire pour gérer mon site afin de répartir comme il faut ces kilowatts dans un temps limité. La réponse à cette question, c'est le pilotage de la puissance. Tu passes à la slide suivante. Alors finalement, un des principes clés dans le pilotage de la puissance, c'est globalement de brancher les camions dès qu'ils arrivent au dépôt, mais surtout de ne pas donner la pleine puissance à tous les camions dès qu'ils sont branchés. Okay, il faut gérer une répartition dynamique de cette puissance avec certaines priorités, bien sûr, et en tenant compte de la capacité des véhicules et également de toute votre organisation. Donc, globalement, il y a 3 stratégies principales. La première, c'est de répartir équitablement. On a une certaine puissance disponible, on divise par le nombre de véhicules en charge. Il y a une autre possibilité, c'est de prioriser certains véhicules et de dispatcher le reste de puissance disponible sur les autres, ou des pilotages beaucoup plus fins qui prennent en compte et l'état de charge actuel de chaque véhicule, de l'heure de départ prévue et de combien ils vont devoir avoir de batterie pour faire leur tournée. Et en fonction de ça, on va faire une répartition vraiment intelligente de la recharge. OK? Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des intégrateurs ont des solutions de supervision, mais très rares sont ceux qui peuvent aller dans ce niveau de finesse-là. Et le deuxième point, c'est qu'en dehors de répartir la puissance pour les besoins des routes, finalement, il y a aussi une question de coût importante, parce qu'effectivement, on va pouvoir également tenir compte du moment où l'énergie est la plus disponible et du moment où l'énergie est la moins chère. OK? Donc là, il y a un exemple, par exemple, d'un dépôt, là c'est un dépôt de bus, où finalement, sans pilotage optimisé, on avait 58% des recharges qui étaient effectuées dans les périodes, on va dire, creuses, donc plutôt la nuit. En mettant un pilotage bien optimisé, ils sont arrivés dans ce dépôt à faire 92% des recharges dans les périodes les moins coûteuses, donc ça permet de faire de très grosses économies. Okay. Donc en conclusion, je dirais que demain, il va falloir arriver vers la plateforme logistique 3.0. Et comme on le voyait avec un seul chiffre, beaucoup plus compliqué de gérer la simultanéité, cette puissance instantanée et de prendre en compte l'organisation du site. Donc finalement, la réussite d'un site logistique 3.0, ça ne dépend pas seulement de la borne. Aujourd'hui, on a des bornes de puissance, comme on l'a vu, jusqu'au mégawatt, mais finalement, ça devient la capacité justement du site à piloter cette énergie pour répondre aux besoins de puissance instantanée, puis gérer les flux. Alors ça se fait
par une étude globale qui se fait vraiment l'enjeu numéro un, après le numéro zéro du foncier, c'est d'étudier en amont ce qu'il va falloir faire et faire une étude vraiment orientée exploitation. Et seulement après, commencer à réfléchir ou à consulter des opérateurs, des intégrateurs pour dire, ben voilà, on va devoir mettre des bornes de recharge, augmenter la puissance du site, etc. Pour commenter le déploiement des réseaux de recharge, cette fois-ci sur la route. Alors, Daniel vient de le montrer, la recharge au dépôt, elle est primordiale et elle n'est pas si simple que ça. Enfin, elle est simple quand vous avez qu'un seul camion et qui ne roule pas beaucoup. Le but du jeu, en général, c'est qu'il roule beaucoup. Et puis, à l'avenir, vous n'aurez sans doute pas qu'un seul camion. Et donc, comme on l'a montré aussi dans notre exemple Dijon, il y a besoin parfois de se recharger en cours de route. Au 1er janvier 2025, il y avait 24 stations de recharge accessibles aux poids lourds. Au 1er janvier 2026, donc un an plus tard, on est passé à 44 stations. Donc, alors forcément, quand on part de stations en France qui permettent d'accueillir des poids lourds. On va voir après une carte qui est proposée par Renault Trucks. Donc vous la trouvez en accès libre sur le site de Renault Trucks. Vous trouvez ici en vert foncé les stations qui sont dédiées aux poids lourds, en vert clair les stations qui sont accessibles aux poids lourds, donc d'un point de vue manœuvrabilité. Et puis en rouge, la seule station pour l'instant qui est équipée en MCS, donc cette fameuse prise qui va vous permettre de recharger avec en crête 1 MW donc vous voyez que ça commence tout doucement à se mailler. Alors bien entendu, on n'est pas encore au niveau des stations de recharge pour voitures où on a plus de 55 000 stations de stations de recharge voiture. Et en Europe, le nombre de stations commence aussi à se diffuser. On va retrouver, donc je vous disais, 44 stations en France, 245 stations en Europe, et on a 203, c'est le slide d'après, je ne sais plus le chiffre exact, je crois que c'est 203 stations qui sont en cours de construction, des stations spécifiques pour les poids lourds. En général, sur ces stations, les opérateurs vous proposent aussi des systèmes de réservation de slots pour être sûr que quand votre conducteur va arriver, il va pouvoir se recharger. Ce qui existe d'ailleurs toujours pour les voitures, mais qui a moins d'intérêt maintenant en voiture, puisque le réseau est vraiment très développé, mais qu'on peut trouver aussi dans des organisations avec des utilitaires, notamment pour des gens qui n'ont pas de recharge en dépôt et qui ont besoin de recharger tous les utilitaires en soirée, en fin de tournée. Merci Johan. Alors maintenant, je vous propose d'aborder finalement les enjeux économiques, à commencer par cette question. Quelles sont les aides qui sont actuellement en vigueur, en particulier dans le contexte français? Alors le principal levier aujourd'hui en termes de financement public, et je mets public entre guillemets, ce sont donc les certificats d'économie d'énergie. Donc, bon, pour revenir sur ce point, les certificats d'économie d'énergie, en fait, font référence à une obligation des fournisseurs d'énergie de financer des actions d'économie d'énergie qui sont donc en échange de certificats. En l'occurrence, le remplacement de véhicules thermiques par des véhicules 100% électriques, du coup, donne lieu à la délivrance de certificats d'économie d'énergie que vous pouvez ensuite valoriser sur le marché. Alors, j'insiste sur ce point. Il s'agit d'un marché. Bon, aujourd'hui, on a une valorisation de ces certificats qui peut tourner autour des 9 euros. Et un nombre de certificats remis qui est du coup déterminé par la législation en fonction d'une fiche C2E et puis de coefficients multiplicateurs. Ce qui nous fait, en termes de montant, mais finalement, en fonction du véhicule que vous opérez, un montant qui va osciller entre environ 8 000 euros et 70 000 euros pour les véhicules les plus lourds, les tracteurs routiers. Donc finalement une source de financement qui est potentiellement extrêmement significative.
Le deuxième levier, c'est celui du suramortissement fiscal. Une déduction fiscale exceptionnelle au moment de l'achat ou de la prise en location, puisque ça fonctionne également, d'un véhicule, en l'occurrence électrique à batterie, ou éventuellement un véhicule hydrogène, du coup un facteur de suramortissement qui va du coup varier entre 20 et 60%, en fonction du coup du type de véhicule. Ça va représenter une économie fiscale sur l'impôt sur les sociétés de 2 000 à 30 000 euros. Voilà, donc c'est un levier complémentaire qui peut être intéressant, en particulier si vous si vous payez de l'impôt sur les sociétés. Alors maintenant, l'enjeu clé, j'imagine que vous attendiez tous qu'on aborde cette section. Est-ce que le transport routier électrique est rentable? Alors, Johan, je te passe la parole sur ce premier exemple. Alors, on a repris ici une étude EY qui a été publiée il y a assez peu de temps. Ce qui est intéressant dans cette étude, elle montre en fait qu'il y a deux facteurs d'économie dans le poids lourd électrique. L'énergie, bien évidemment, puisque l'électricité coûte moins cher que le gasoil. Et puis le péage, et ça, le péage, c'est donc pour l'instant principalement en Allemagne, puisque les poids lourds électriques sont exonérés de taxes routières en Allemagne. À noter que cette exonération, elle s'inscrit dans le cadre d'une recommandation de l'Union européenne qui recommande d'exonérer totalement ou partiellement jusque fin 2031 les poids lourds électriques de péage. Alors pour l'instant, la France ne s'est pas prononcée ni pour ni contre l'application de cette recommandation. Ce sera intéressant de savoir quand la France se prononcera ce qui pourra être mis en place, mais on voit qu'il y a un impact très fort. Par contre, dans cette étude EY, elle ne s'intéressait qu'à l'OPEX, pas du tout au CAPEX, pas d'investissement. Et comme c'est un peu compliqué d'opérer des camions électriques sans les acheter, on a décidé de faire notre propre calcul que Sébastien va vous présenter. Voilà, en effet, donc nous avons monté cet exemple donc en raisonnant sur le coût complet, incorporant effectivement l'acquisition et le financement du véhicule. Alors, on a choisi sur une durée d'exploitation de 10 ans, de manière à sortir de l'équation finalement le sujet de la valeur résiduelle, qui est considéré mais qui a peu d'impact. Ensuite, en termes de coût de l'énergie, dans le contexte actuel, là, on ne s'est pas forcément placé dans le pire des cas. C'est-à-dire que sur le diesel, après du coup remboursement de l'accise et hors TVA, 1,35 € du litre. Par ailleurs, sur le coût de l'énergie, donc on a pris un chiffre voilà, relativement prudent de 25 centimes du kilowattheure en dépôt, en incluant finalement l'investissement et les infrastructures et leur exploitation, et de 35 centimes en itinérance. Alors, ces niveaux de coût, ils sont éminemment variables, hein. Évidemment, on est sur une équation qui est à adapter au cas de chaque des routes que vous allez étudier, aux contraintes au dépôt, aux différents accords que vous pourrez trouver sur l'itinérance. Voilà. Néanmoins, qu'est-ce qu'on en ressort? Comme vous le voyez à l'écran, on a une équation qui est positive, voilà, je dirais, y compris sur ce cas. Sur ce cas extrême que représente celui des tracteurs routiers exploités, y compris donc deuxième cas de figure, qui va donc incorporer 50% de recharge en itinérance. Donc voilà. Donc
on illustre clairement que la compétitivité du transport lourd électrique devient une réalité aujourd'hui. Maintenant, voilà, encore une fois, une équation à adapter à chaque cas de figure. À noter que ce qui est présenté ici ne tient pas compte de ce que vous a présenté Johan tout à l'heure sur les échanges de quotas d'émissions à venir à partir de 2028 et qui vont renforcer cette équation. En plus, évidemment, d'une baisse attendue sur le coût. Donc on a balayé je dirais, l'ensemble des considérations contextuelles. On voudrait simplement vous glisser un mot sur l'intérêt d'être accompagné dans la planification du déploiement de votre électrification, si vous êtes transporteur, si vous êtes chargeur aussi. Donc finalement, voilà, nous sommes un groupement d'experts qui est donc orienté sur le montage de ce type de projet au sein des entreprises. Donc notre mission, c'est de vous aider à préparer votre électrification et je dirais éventuellement en remontant aux enjeux, comme a pu vous le présenter Daniel, d'anticipation éventuellement sur le foncier, etc. On est en mesure de vous proposer un accompagnement complet en fait, sur le déroulement de votre projet, avec une première phase sur l'éducation, de vos tournées, ensuite du coup la construction d'une stratégie complète d'électrification, en ciblant voilà, les tournées sur lesquelles vous allez choisir de déployer l'électrique en priorité. On vous de recharge, incorporant à la fois la recharge en dépôt et l'itinérance, et puis en chiffrant évidemment l'économie complète de votre projet, et puis aussi en accompagnant votre organisation dans cette transition, puisque ça a des répercussions relativement complexes dans certains cas au sein de votre organisation. Avec évidemment un deuxième volet qui va se centrer sur le déploiement de vos infrastructures de recharge. L'idée, c'est de vous aider à structurer le projet, à trouver vraiment son modèle économique de manière détaillée, à le dimensionner dans ses aspects techniques et énergétiques, à vous accompagner dans la consultation des fournisseurs et ensuite le déploiement opérationnel de ce projet. Voilà, donc c'est une manière, en tout cas, que nous pouvons proposer pour accompagner vos projets, évidemment, complètement ouvert aux pour répondre à vos différents besoins. Bien, voici ce qui conclut du coup cette intervention. Merci à tous pour votre écoute. Bon, il y a déjà eu un certain nombre, je vois, de questions et réponses dans le chat. Néanmoins, voilà, il nous reste quelques minutes avant de conclure définitivement cette session. Donc, si vous souhaitez quelques interventions. Il y a déjà une question de... Ouais, pardon, il y avait Pardon. peut-être déjà une question de Monsieur Degente, à laquelle moi, j'ai pas su répondre, et je pense que Daniel saura mieux répondre que moi, sur les contrats de fourniture d'électricité et la partie par pleine creuse ou spot. Est-ce que tu as des indications, Daniel, sur les contrats qu'on peut obtenir et comment optimiser sa fourniture d'électricité? Oui, alors effectivement, aujourd'hui, il existe nombre de contrats de fourniture d'énergie et effectivement, il faut finalement mettre en concurrence les différents fournisseurs. Il existe aussi des courtiers pour ça et effectivement, les prix spot de l'énergie sont également à prendre en considération et aujourd'hui, dans les logiciels de supervision que je citais tout à l'heure, il y en a certains effectivement qui sont directement en lien avec les plateformes de marché et qui peuvent intégrer l'évolution du prix attendu sur les jours à venir pour effectivement réfléchir au moins ou organiser du lendemain en fonction effectivement de l'énergie. Et là, on arrive encore plus la notion du coût, sachant que la priorité première restera quand même finalement la quantité d'énergie qu'on veut pouvoir mettre dans le véhicule pour que celui-ci soit prêt au départ pour la tournée du lendemain à horaire donné.
Et puis évidemment, bon, il reste toujours en solution de repli, la recharge en itinérance, parce qu'on voit très bien que le dépôt, à un moment donné, aura ses limites et qu'il faudra faire également des compléments de recharge en itinérance. Alors, les plus courts possibles, hein, comme dans l'exemple de Sébastien en 10 minutes, et comme le citait Tony là, de Mylands, de plus en plus, le MCS va se généraliser à condition